donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Bertrand Littereau, j'enseigne la culture générale dans cette IEP et je suis chargée de la mission égalité dans le cadre de laquelle j'organise des conférences. Donc il y a certains habitués, bienvenue à ceux qui n'étaient jamais venus. Il y a quelqu'un qui vous fait coucou. Et voilà, donc là on est dans le dernier cycle de l'année, dans la dernière conférence de l'année. Et on était sur quelque chose appréciant les nouvelles voix féminines et les nouveaux médias. Donc on a reçu Victoire Tuaillon il y a quelques semaines. Et là ce soir, je vais vous présenter tout à l'heure Sophie Bénard. Mais je dis juste deux mots sur la mission elle-même. Donc juste que le cycle 2019-2020, donc en année scolaire, donc sur septembre à juin de l'année scolaire qui vient, on a eu les confirmations pour le cycle Femmes, Sciences, Conscience. Je vais essayer d'aller choper les... parce qu'on a un partenariat avec l'École Centrale Marseille et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes centrales, donc on va essayer d'avoir encore plus de monde. Et en fait, Femmes, Sciences, Conscience, donc on va avoir les confirmations de Corinne Sombrin. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, vous le gueulez là, ça vaut le coup. C'est une personne comme vous et moi qui avait un bon boulot de journaliste à la BBC et qui a couvert un reportage sur une tribu en Mongolie, qui a assisté à une cérémonie chamanique et qui s'est retrouvée en transe à hurler au loup. Et elle s'est fait la tête contre un tambour. Donc elle a décidé que peut-être c'était bien d'aller voir ce qui lui arrivait. Et donc maintenant, elle va de laboratoire en laboratoire se faire mettre des électrodes sur la tête et elle essaie d'élaborer des nouvelles formes d'approche pédagogique, médicale par le biais de la transe induite. Donc c'est hyper passionnant. Et on va aussi avoir donc deux confirmés. On a Armella, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dessinatrice qui dessine sur la physique quantique et le développement personnel. Donc c'est extraordinaire. Pareil, vous pouvez googler, c'est art comme, donc elle s'appelle Armella, mais elle l'a fait en art comme de l'art, ARP pour moi, Mella, Armella. Voilà, et en principe, on a aussi Sylvie Détiolaz, qui est la personne qui a prouvé la reproductibilité des sorties de corps, avec un cas que vous connaissez peut-être, qui est le cas de Nicolas Fraisse. Donc là aussi, si vous ne connaissez pas, ça vaut le détour, parce qu'en général, la plupart des gens que je rencontre ne sont pas au courant que les sorties de corps ont été, la reproductibilité en laboratoire des sorties de corps a été prouvée. Moi, ça m'arrange bien, justement, quand vous parlez des sorties de corps, c'est toute une affaire. Maintenant, je peux avec le bouquin de Détiolaz. Voilà. Alors, on en vient à ce soir. Donc, vous savez que dans cette mission, le mot d'ordre, c'est non seulement de recevoir des gens sur des sujets intéressants, mais aussi des personnes que j'aime. Donc, dans le cadre de cette mission, la première vocation de cette mission, c'est de me faire plaisir à moi-même, évidemment. Et donc, l'idée, c'était d'inviter des gens que j'aimais bien, parce que je sais qu'ils sont au moins sympas et en plus intéressants. Donc, merci quand on rassemble les deux. Et donc, Sophie Bénard, je l'ai rencontrée à un colloque l'année dernière sur le corps pop. Donc, c'est un colloque de pop philosophie sur le corps. Et j'ai raté sa conférence. Et du coup, j'étais très frustrée parce que le titre était génial et on m'a dit que c'était génial et j'ai beaucoup sympathisé avec elle après. Et donc, je lui ai dit, tu vas me la faire rien qu'à moi et à 100 autres personnes, cette conférence. Et donc, elle est là ce soir. En plus de ça, je l'ai un peu agressée au téléphone la semaine dernière parce que je lui ai expliqué que ce qui serait super, c'est qu'elle parle aussi un petit peu d'elle parce qu'il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur la concernant. La première chose, c'est que c'est une jeune femme de 27 ans, donc comme il y a quand même un public partiellement, voire majoritairement étudiant, je pense que son parcours en tant que femme qui a décidé de travailler sur l'écriture, la féminisation de l'écriture sous l'angle philosophique, ça peut intéresser certains, au sens que c'est très courageux de s'engager dans une carrière qui n'aboutit pas forcément à un métier. Juste parce qu'on a un sujet qui nous interpelle. Et donc, à tous ceux qui ont l'âme de chercheur, je pense que parler d'elle, donc surtout les chercheurs en philosophie, c'est pas, il n'y a pas de partenariat avec ESSO ou compagnie pétrolière, c'est mort, quoi. Ou de recherche sur la lutte contre le cancer, rien. Donc, voilà. Donc, c'est courageux et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et ensuite, parce que, comme vous l'avez vu au détour d'une de mes phrases, mon sujet de thèse est juste super intéressant. Il s'agit des questions de féminisation du langage sous l'angle philosophique.
Donc elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc pour tout ce qui la concerne et que je n'ai pas dit, je lui ai demandé de se présenter elle-même, de raconter un peu son parcours avant de rentrer dans le vif du sujet sur la question des youtubeuses beauté qui a suscité ce matin encore en cours plein de débats. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour votre attention et bonne conférence. Madame, avec l'ordinateur, on ne vous voit pas en fait. L'ordinateur, on ne voit pas. Sur la Pour vidéo. les caméras ici. C'est nickel. Voilà. Alors bonjour, déjà. Je prends juste une seconde pour te remercier Lucie, pour l'invitation, pour le tout. Pour Le ma reste. caméra à moi, il faudrait que tu mettes je mets tout le temps là-bas. Donc en fait, il faut que tu mettes par là. Ça va être simple. Hop là, je me suis enlevée. C'est bon là? C'est bon. C'est bon. C'est bon, ok. Alors vous êtes très nombreux, mais en fait je donne cours de philo à Amiens. Donc déjà c'est Amiens, et en plus c'est de la philo en général, j'en ai une histoire de 4-5 personnes, donc là ça me fait un petit peu quelque chose. Donc je vais peut-être bégayer, sûrement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je parle du sujet juste après, mais du coup je parle de moi. D'abord, de mon parcours. Alors j'ai un parcours en fait assez classique, et je vais nuancer un petit peu la notion de courage parce qu'en fait j'avais pas vraiment le choix de ce que j'ai fait, parce que j'étais pas très bonne ailleurs qu'en ça, donc j'ai fait ça. Mais si j'avais été bonne en maths, j'aurais eu un métier. J'aurais eu un métier. Donc j'ai fait une classe prépa, et ensuite j'ai intégré l'ENS, et là-bas j'ai étudié à la fois la littérature et la philo. J'hésitais beaucoup entre les deux, et je me suis intéressée à Foucault, et en fait il va être question de Foucault aujourd'hui. J'ai enlevé du titre pour pas faire peur, mais il va être question de Foucault, mais ça fait pas très peur en fait. Et donc je me suis intéressée à Foucault beaucoup là-bas, j'ai découvert là-bas, donc j'ai commencé à travailler sur Foucault pour mon mémoire, donc juste dans le cadre de mes études, enfin, du cursus classique. Et j'avais ensuite, il y avait deux choses dans ma vie à part la philo. Il y avait le féminisme pour des raisons en fait assez banales, c'est-à-dire simplement j'avais envie d'avoir le droit d'être considérée comme une personne et pas juste comme une femme. J'avais pas envie de me faire couper la parole par des hommes parce qu'ils sont des hommes. J'avais pas envie, voilà, j'avais envie d'être libre de mon corps, mes choix pour mon corps, pour ma santé, pour ma sexualité, etc. etc. Et donc il y avait le féminisme, il y avait la littérature aussi quand même, que j'ai pas choisi finalement ni pour le doctorat ni pour la suite de mes études, je pense principalement par orgueil. Je trouvais que la philo c'était plus stylé. Je trouvais que je pouvais plus me la péter avec la philo, donc j'ai fait de la philo. Mais je suis ravie de mon choix, je peux tout à fait me la péter avec la philo. Mais du coup, je fais une thèse qui parle quand même un petit peu de littérature. Et voilà. Et c'était aussi un petit peu social. Enfin, dans tous les cas, il n'y avait pas de débouché ni en philo ni en littérature, donc le choix n'était pas très important. Ensuite, par contre, je me suis dit que je ne voulais pas faire de thèse sans être financée. Donc en fait, là je fais ma thèse en étant financée. Et donc j'ai eu un contrat, c'est pour ça que je me suis exilée à Amiens. Puisque je suis née, j'ai étudié à Paris, donc c'était pas un choix. Je pense que même quand on est à Amiens, c'est pas un choix d'y rester. Mais bon, j'ai obtenu un contrat, donc donc en fait je suis salariée. Et voilà. Donc en fait c'est pas si courageux parce que finalement c'était vraiment la seule chose que je savais faire en fait. Si après mon master j'avais pu faire autre chose, je ferais autre chose. Et d'ailleurs, donc du coup, j'ai fait, enfin ça me plaît, hein, je veux dire, mais d'un point de vue, d'un point de vue économique. Et quand on fait une thèse, financée ou pas, alors par contre, je sais pas ce que toi tu leur dis, Lucie, mais moi vraiment, je déconseille de se lancer dans une thèse si c'est pas financé. Déjà pour des raisons politiques, on ne travaille pas gratuitement. On ne fait pas ça en fait. Si vous voulez faire ça, c'est vous contribuer à un système qui est vraiment pas bon. Pour vous aussi, il n'y a pas de raison d'évaluer votre travail à ce point-là. Et aussi pour la suite, c'est-à-dire qu'une thèse qui n'est pas financée, elle est quand même beaucoup moins mise en valeur qu'une thèse qui l'est, et vous avez beaucoup moins de chances d'obtenir un poste en fait. Voilà, c'était pas très politiquement correct. Non, mais la mienne a été financée et
donc je dirais pas dans le cadre du... Au moins, c'est rapporter 3 ans de salaire. Oui. Voilà. C'est déjà rien que pour 3 ans de salaire. De salaire, on parle de quoi? De 1450 €, 1650 la première année? 1600, Ouais, 1600. 1600. Ouais, on est sur ça. Oui, non, ouais. C'est pas la poule aux œufs d'or, non. Il s'agit de survivre, hein, principalement. Voilà. Mais par contre, quand vous êtes doctorant, alors après, il y a aussi l'école, mais là, je pense que la plupart d'entre vous viennent de Sciences Po, donc c'est sur votre CV, donc c'est bien. Voilà. Moi, je fais de l'ENS. Vous avez aussi possibilité de faire d'autres choses, d'écrire dans des journaux, de piger. Donc, ce qui paraît rapporte assez peu d'argent, mais vous fait quand même une visibilité et en général intéressant. En fait, vous avez plein de moyens de faire quelque chose du sujet qui vous intéresse, de ce que vous êtes en train de faire, si vous acceptez aussi d'élargir un petit peu le sujet, évidemment. Et donc, ça vaut le coup. Même si vous avez le choix. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour moi, enfin pour ma personne. Et du coup, juste un mot, après j'arrête de parler de moi, juste un mot pour expliquer comment, donc je me suis intéressée à Foucault, comment j'en suis venue en fait au sujet là dont je vais parler aujourd'hui. Je me suis intéressée à Foucault, et en fait assez paradoxalement, puisque c'est pas un auteur féministe, c'est lui qui m'a menée au féminisme, parce que je me rendais compte, en fait, en lisant les féministes, qu'il y avait énormément de concepts du féminisme contemporain, principalement américain, pour le dire vite, le féminisme constructiviste, pour le redire vite et le définir, c'est-à-dire un féminisme, en fait, qui ne considère pas qu'il y a de différence d'essence entre les hommes et les femmes, principalement qu'il n'y a pas d'essence féminine, donc que les différences sont principalement construites. Donc ces féministes-là, Butler, Preciado, Judith Butler, Paul Preciado maintenant, se sont beaucoup inspirés en fait des concepts foucaldiens, en particulier d'un dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la subjectivation. Donc moi j'ai fait mon mémoire là-dessus, sur l'influence en fait des concepts foucaldiens chez ces féministes-là, que du coup j'ai appris à de mieux en mieux connaître. Et j'avais, en plus justement de la littérature et de... je sais plus ce que j'ai dit qu'il y avait dans la vie. Il y avait un intérêt un peu premier quand même, que j'ai toujours eu et que j'ai toujours, pour ce qu'on pourrait appeler la pop culture. Donc la pop musique, les séries, la mode, le maquillage. Pop musique, c'est pop musique, c'est-à-dire Justin Bieber, Miley Cyrus, Taylor Swift, etc. Que j'aimais beaucoup, les romans policiers, enfin bref, tout ce qui est culture dévaluée socialement, que je trouve injustement dévaluée, mais surtout qui, moi, personnellement, me plaît, en fait. C'est des images qui me plaisent, c'est des musiques qui me plaisent, c'est des thèmes qui me plaisent. Et du coup, la question du féminisme était assez intéressante à prendre par cet angle-là, puisque dans la pop musique, je pense que c'est assez flagrant, c'est quand même des gens des femmes en particulier, qui sont dans des postures assez intermédiaires et du coup assez intéressantes. Et en fait, c'est quelque chose que moi je ressentais, c'était assez difficile d'être féministe, de le revendiquer, d'être militante, et en même temps d'être intéressée par des choses controversées dans le milieu intellectuel féministe, et même je pense dans le féminisme en général, à savoir précisément aimer le maquillage, se maquiller, aimer les hommes. Alors rien que ça, en fait, il faut voir quand même que le féminisme dans les années 70, c'était être lesbienne ou pas, ou ne pas être féministe, parce que aimer les hommes, c'était coucher avec l'ennemi. Et c'était quelque chose qui se justifiait à l'époque, et qui d'ailleurs peut-être se justifie encore maintenant, mais en tout cas, c'était pas moi ma vérité. Et donc ça m'intéressait en fait de me pencher sur des sujets comme ça, un petit peu ambigus, à la fois intellectuellement, et parce que justement ça vient d'une culture qui n'est pas légitime intellectuellement, et à la fois d'un point de vue du féminisme, parce que c'est des représentations qui ne sont pas classiques dans le féminisme. Donc maintenant je vais parler des youtubeuses beauté que je vais considérer justement comme n'étant pas un affront au féminisme, pour plein de raisons, et la réflexion en fait principale, elle vient justement du concept foucaldien de subjectivation. Je vais revenir dessus en introduction, mais en tout cas les arguments qui font de la pratique de ces youtubeuses autre chose qu'une sorte de remise en jeu des clichés féministes, des clichés misogynes classiques
des femmes qui prennent soin d'elles, qui ont pour seul objectif d'être belles, de se maquiller, etc., en fait ne tient pas. Et voilà, donc je commence par introduire, donc en 2 temps, d'abord en parlant assez rapidement du maquillage. Alors oui, j'ai pas pris de vidéo pour vous montrer d'extrait, j'imagine, parce que en fait j'avais en tête que tout le monde connaissait au moins à peu près ce qu'était une youtubeuse beauté, ce qu'elle pouvait raconter. Je sais pas si on est assez intime pour se le dire que oui, on regarde de temps en temps ou pas, mais je me disais que voilà, tout le monde avait en tête à peu près ce dont il était question et les femmes dont il serait question en fait. Donc j'ai rien à vous montrer, mais si jamais vraiment c'est un mystère, vous pouvez évidemment aller voir ce soir. Donc j'introduis mon propos en 2 temps, d'abord en parlant assez rapidement du maquillage et énoncer en fait quelques-unes des raisons historiques et culturelles de la dépréciation du maquillage, qui a toujours été à l'ordre du jour, mais qui est encore le cas. Et ensuite, je rappellerai ce dont il est question quand je parle du souci de soi de Foucault, enfin quand Foucault en fait parle du souci de soi, surtout, puisque c'est la notion sur laquelle je m'appuie pour essayer de comprendre autrement les pratiques des youtubeuses. 2 évidences quand on parle du maquillage, c'est qu'à la fois il est une constante historique, puisqu'il a toujours existé en fait, c'est même au point où on peut dire que c'est une constante anthropologique, puisqu'il est en fait assez difficile de citer une culture qui ne fasse pas usage du maquillage. Et en même temps, ayant toujours existé, il a aussi toujours suscité une forme de méfiance. Donc dès l'Antiquité, il est déjà largement répandu. Les usages diffèrent selon les peuples. À Rome, il est principalement féminin, en Égypte, il est mixte, et on va voir en fait c'est assez important. Alors, je ne remonte pas à la préhistoire et au body painting de l'époque, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est la perception du maquillage. Donc, si on n'a pas de texte pour dire la façon dont il est perçu, du coup, c'est assez moins intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus que ce qu'on fait au visage, c'est la perception de cette pratique-là. Donc, méthodologiquement, la préhistoire ne sert à rien. Donc, l'Antiquité, donc le maquillage est pensé principalement par le prisme en fait, de la défiance morale que subissent classiquement les thèmes du masque, de l'illusion, etc., du simulacre, et surtout chez les Grecs et les Romains. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est un lieu commun philosophique qui vient de Platon, et selon lequel le masque, parce qu'il cache la vérité, la réalité, etc., c'est mal. C'est une époque où, je vous le rappelle, être comédien, donc porter un masque, c'est vraiment être tout en bas de l'échelle sociale. C'est une époque aussi où certains prisonniers sont engagés pour être comédiens, tellement personne ne veut être comédien, parce que vraiment c'est nul. Du coup, ça c'est un point philosophique et moral qui est très ancré et qui est la première raison en fait, de la dépréciation du maquillage. Et la seconde, le second élément dépréciatif, là c'est plus culturel et c'est surtout plus clairement misogyne, c'est qu'en fait on lit les auteurs grecs et latins s'interroger sur la raison qui peut bien pousser les femmes à passer autant de temps à autant de frivolité. Sans vraiment, sans rien remettre en question d'autre que c'est frivole parce que c'est de l'apparence, parce que justement c'est de l'illusion, etc., etc. Ce qu'en disent les femmes elles-mêmes, on ne sait pas, puisqu'elles n'ont pas accès à l'époque à la pratique littéraire, et que même si elles ont accès à la pratique littéraire, de toute façon elles n'ont pas accès à la postérité. Et j'en profite pour faire remarquer que les Égyptiens, où le maquillage n'est pas une pratique genrée, donc le maquillage est à la fois pour les hommes et pour les femmes, par contre, ne déprécient pas du tout le maquillage. Ils en parlent assez peu, mais ils ne le déprécient pas. Ensuite, je centre sur la France, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Du XVIe jusqu'à la Révolution, le maquillage, là par contre, est, comme chez les Égyptiens, aussi bien l'apanage des femmes que des hommes. Du coup, on en parle beaucoup moins, pour en dire du mal. Et en fait, ils distinguent donc non plus un genre, mais une classe sociale. C'est en fait les aristocrates ou la cour du roi, etc. Donc en gros, les riches qui se maquillent, les autres non. Et en fait, précisément, historiquement, en fait, c'est en devenant aussi une pratique masculine qui se trouve totalement défait des accusations de frivolité. Et ensuite, on a un retour, donc de la Révolution jusqu'environ les années 30, le maquillage redevient exclusivement féminin, en tout cas dans sa pratique quotidienne. Je vais y revenir, dans sa pratique quotidienne. Et en fait, là, par contre, jusqu'aux années 30, il sert de démarcation aussi socialement, puisque là, maintenant, il distingue
les prostituées des femmes vertueuses. Donc seules les prostituées se maquillent. Si les femmes vertueuses se poudrent ou se fardent, c'est vraiment très très légèrement, le plus discrètement possible. Et donc le maquillage devient une faute morale, commise par les prostituées qui s'en passent après. Parce que, en fait, se maquiller, c'est consentir justement à jouer le jeu de la séduction, de la frivolité, consentir en fait à la vulgarité. Ce qui est passé par là entre l'Antiquité et la Révolution années 30, c'est évidemment le christianisme et le rejet du corps, de la séduction et surtout la diabolisation du corps des femmes, en particulier dès que la femme se sexualise ou est sexualisée. Je précise, bon, vous le savez, mais que donc évidemment ce corps sexualisé de la femme, il est diabolisé, mais il y a toujours une classe de femmes qui est maintenue pour satisfaire à la sexualité des hommes. Les prostituées sont maintenues prostituées par les hommes. J'en arrive à aujourd'hui, du coup. Le maquillage ne distingue plus les riches des pauvres, en tout cas pas juste dans son usage, par contre dans la façon dont il est fait assis, évidemment. Il ne distingue plus non plus les prostituées des extravagantes. Par contre, il reste vulgaire d'être trop maquillée. Vous devez vous souvenir, je sais, c'est peut-être encore le cas, de la tendance du nude, c'est-à-dire du maquillé qui n'a pas l'air d'être maquillé, qui était clairement une tendance qui venait de la haute couture, donc des femmes bourgeoises, pour redonner un peu d'élégance à ce contenu. Et vous avez aussi, enfin vous devez avoir en tête les expressions alors, qui flirtent entre misogynie, mépris de classe, voire racisme, mais en fait vous allez voir qui à chaque fois désignent des femmes très maquillées. Je pense à la beurette, la bouffasse, la chouan. Tout ça en fait c'est des femmes qui se maquillent trop ou mal, en tout cas. Et donc on est en fait sur des préjugés moins forts, moins violents qu'à l'époque, puisque on peut se maquiller sans être une prostituée, mais si on le fait mal, si on ne respecte pas exactement les bons codes, on est quand même pas du bon côté du paysage social. De l'autre côté, évidemment, le maquillage exerce une forme de contrainte sur le visage des femmes. Il est difficile, parfois impossible, en fonction des milieux socio-professionnels, de se présenter sans être maquillée, en tout cas sans être maquillée du tout. Et le maquillage a imposé évidemment des normes contraignantes aux femmes. Les imperfections de la peau ne doivent pas apparaître, les cernes non plus, etc., etc. Donc ce que le maquillage permet de faire, en fait, a institué, donc encore une fois là aujourd'hui, des normes de ce que doit être un visage féminin. Les cils doivent être longs, épais, les pommettes doivent être rosées, les sourcils doivent être dessinés nettement, donc épilés. Les bouches doivent être lisses, pulpeuses, etc., etc. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner pour les femmes, c'est un maquillage qui joue avec le juste milieu. Jamais trop, sinon on est du mauvais côté socialement, et sexuellement d'ailleurs. On est une chaudasse, quoi. Ni pas assez, parce que sinon on prend pas soin de soi, on est négligé, etc., etc. Donc j'en viens assez rapidement aux éléments critiques que je veux évacuer, parce qu'après je vais essayer de redorer un peu tout ça. Juste, je précise que dans mon propos, je parle principalement des femmes, parce qu'en France, en Europe et aux États-Unis, la pratique du maquillage quotidienne, elle est principalement féminine. C'est pas du tout pour exclure les hommes qui se maquillent, qui ont tout à fait évidemment le droit de le faire, etc. etc. C'est parce que, juste en fait, ils sont très rares, et donc c'est une pratique qui est principalement féminine. Voilà. C'est la raison pour laquelle je m'en occupe, en tout cas dans sa pratique quotidienne. Voilà, c'est pour ça qu'il est question de femmes qui se maquillent. Donc d'un point de vue critique, parce que c'est un point de vue que je n'ai pas privilégié, encore une fois, donc j'évacue tout de suite les arguments, qui par ailleurs sont tout à fait valables. Donc j'ai parlé de l'injonction, qui évidemment fait partie de la critique, donc j'en reviens pas. C'est le point le plus évident, et c'est surtout un point qui a été très très mis à profit par le tout début du féminisme, par Simone de Beauvoir, en fait, dans le deuxième sexe. Elle ouvre le deuxième sexe en expliquant que la plupart des cultures ont dans leur mode et dans leur esthétique, alors, trouver des moyens, ou en tout cas ça a mené à des pratiques
qui en fait empêche les corps des femmes, autant qu'elles prétendent les embellir. Donc elle cite par exemple le corset, que vous connaissez, qui est ce qui se porte 17e, 18e, début 19e, qui est donc, vous savez, ce vêtement très serré et très rigide qui enserre la cage thoracique pour affiner la silhouette, faire ressortir en fait la chute de rein, et qui en fait est la raison, vous devez avoir aussi en tête la littérature qui parle beaucoup, la littérature de cette époque qui parle beaucoup des vapeurs des femmes. C'est une époque où en fait les femmes tout d'un coup s'évanouissent, donc c'est ce qu'on appelle les vapeurs, elles ont leurs vapeurs, elles s'évanouissent et puis il faut les réveiller quoi. C'est le corset en fait, ça les empêche juste de respirer. Voilà. C'est la raison pour laquelle les femmes ont les vapeurs. Ça, donc non, ça empêche leur corps évidemment, mais ça contribue aussi à tout un mythe naturalisant de les femmes sont faibles. Évidemment, elles sont faibles, elles ne respirent pas en fait. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le maquillage joue un petit peu là-dessus parce qu'il y a des détails qui... Alors, quand Simone de Beauvoir parle de ça, bon, évidemment il y a un long truc sur le corset, parce que le corset c'est quand même vraiment flagrant. Le maquillage joue de manière un petit peu plus ténue, mais être maquillé et tenir un visage maquillé toute une journée, c'est aussi empêchant. Il faut faire attention quand on mange, il faut faire attention quand on boit, il faut faire attention quand on embrasse, il faut faire attention quand on se touche le visage, etc. etc. Et évidemment, c'est chronophage. Ça prend du temps de se maquiller, voire de se remaquiller, si on veut vraiment être nickel, ou si on a fait l'erreur de manger. Mais le maquillage est aussi pris, donc comme le corset par ailleurs, dans la dynamique, en fait, qui consiste à faire des femmes des images, des représentations d'une prétendue nature féminine. Et sur le maquillage, donc voilà, le corset c'était le fait que les femmes auraient une de hanche, une taille, voilà, une taille très marquée. Le maquillage, c'est les femmes ont des cils très longs, ont des cils très épais, ont les joues légèrement rosées, ont la peau fine, etc. etc. Donc, je ne reviens pas dessus, je pense que c'est évident. Mais en fait, c'est des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas naturelles. La peau des femmes n'est pas plus fine que celle des hommes, les femmes n'ont pas moins de boutons, les femmes n'ont pas de plus longs cils, et tout ça, c'est le maquillage qui le fait. L'épilation joue la même chose, c'est-à-dire qu'à force d'être rentré dans la culture, on a l'impression que les femmes ont moins de poils. C'est pas vrai. Donc, avec en fait, armé de ces critiques-là, plusieurs courants féministes sur lesquels je ne m'attarde pas parce que peu importe en fait, ont pris directement la suite de Simone de Beauvoir en rejetant radicalement justement le maquillage, les pratiques de soie exclusivement ou plus principalement féminines. Mais, et je m'appuie principalement là-dessus en fait pour mon intervention, là depuis quelques années, en fait ça fait un moment, ça fait bien une cinquantaine d'années, peut-être même plus, en fait ça arrive avec les premières icônes d'Hollywood, je pense. La culture dite pop et les représentations en fait dont elle inonde les médias prend en fait le contre-pied de cette critique-là et de cette posture. On a vu déjà l'arrivée d'un féminisme pop, c'est-à-dire celui qui s'affiche sur un panneau Féminisme derrière Beyoncé en concert, ou celui d'Emma Watson sur son compte Instagram, etc., qui en fait revendique le droit de se réapproprier non seulement le maquillage mais d'autres choses, comme un acte ludique, comme un choix personnel, voire une activité artistique. Et en fait, il me semble que la simple émergence de ces courants-là suffit à nécessiter en fait une analyse du maquillage qui ne se limite pas au maquillage comme pratique uniquement misogyne et qui ne fait pas uniquement des femmes les victimes des images qu'elles voient sur les magazines et auxquelles elles ont envie de ressembler. Et ça vaut, encore une fois, ça vaut pour le maquillage, ça vaut pour tout le reste. Je pense que vous êtes comme moi inondés de ces représentations-là. C'est des femmes qui revendiquent une réappropriation de la lingerie, de la nudité, de la sexualité, de l'érotisme, etc., etc. Donc ça, c'était assez rapidement pour vous poser le cadre, à la fois historique du maquillage, juste pour rappeler 2-3 choses, mais surtout pour poser le cadre vraiment de ma réflexion. Et j'en viens au thème un petit peu plus rébarbatif, mais en fait c'est vraiment intéressant, du saucisseur foucaldien, par lequel je vais essayer d'étudier le maquillage. Appliquer le saucisseur foucaldien au maquillage, c'est pas du tout quelque chose que lui il fait. Je préviens quand même,
Lui, il ne le fait pas, hein, c'est juste un essai. Donc là, par contre, je parle uniquement de Foucault. Donc, le thème du souci de soi, en fait, donc, ça regroupe ce qu'il appelle technique de soi dans ses textes, souci de soi, et voilà, et c'est lié au thème de la subjectivation. Donc ça apparaît en fait au début des années 80, chez lui, et malheureusement, il meurt en 84, celui-là. Donc, et en fait, c'est vraiment un tout début de réflexion, et c'est dommage parce que c'était vraiment intéressant. Après, il y a des gens qui poursuivent, mais il y avait une intuition très intéressante. Et en fait, donc, ce qui désigne par cette expression de souci de soi, c'est l'ensemble des expériences et des techniques par lesquelles, en fait, le sujet individuel s'élabore et se transforme lui-même, et du coup, par des techniques, par des expériences qui sont aussi sociales et culturelles. L'expression, c'est une expression qui vient de Platon. Excusez-moi, je suis en train de calculer le temps, donc je ne vais pas m'arrêter sur Platon. C'est une expression qui vient de Platon. Voilà. Peu importe en fait. Hein. Mais c'est surtout que du coup, Foucault en fait s'y intéresse en particulier chez les Grecs et les Latins, surtout chez les Grecs, parce que les Grecs sont quand même un petit peu plus raffinés que les Romains. Donc ils se préoccupent plus de même avec leur corps. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la pratique de la correspondance, la pratique du journal intime, donc dans l'Antiquité, et le fait de pouvoir lire donc, des textes privés et des hommes, parce que encore une fois, tout le monde n'a pas la possibilité d'écrire dans l'Antiquité, les femmes n'ayant pas, quoi. Et donc de voir des hommes en fait s'occuper d'eux-mêmes, de leur âme, de leur psychologie, on dirait maintenant en fait, de leurs états d'âme, de leurs petits problèmes du quotidien. Donc dans la correspondance, d'échanger entre eux sur ces sujets-là, de demander aussi, bon ça c'est très grec, mais de demander à un maître en fait, ou à quelqu'un, donc soit le maître d'une école philosophique, soit juste un professeur en fait qu'on a eu, qui demandait des conseils. Et en fait, il voit que dans ces lettres-là, il y a une sorte de mélange entre le questionnement intellectuel, quelle école philosophique suivre pour vivre ma vie correctement, moralement, etc. Et des choses beaucoup plus concrètes qui touchent au médical. Que faire quand j'ai mal à la gorge, que faire avec mes pulsions de bouche, de nourriture, enfin comment ne pas trop manger quoi en gros. Que faire avec les pulsions sexuelles, comment gérer la flemme et le besoin, l'envie de travailler, etc. La flemme, c'est un terme moderne. Hein. À l'époque, on disait apathie. Donc voilà, il y a cette sorte d'attention à soi-même et à la façon de mener sa vie qui façonne Foucault. Et ça le mène en fait à la notion de subjectivation qui est assez centrale dans l'histoire de la sexualité. L'histoire de la sexualité, son dernier ouvrage qui est inachevé, donc qui est en plusieurs tomes. Et le quatrième était inachevé. Il vient de sortir là parce que son ex a vendu les droits, mais il est inachevé en fait. Donc le quatrième tome n'est pas lui. Enfin, je sais signer de son nom, mais c'est pas lui qui l'a écrit puisqu'il était mort. Quoi. C'est pas très grave, peu importe. Et donc dans ce tome-là, en fait, il va s'intéresser à la façon dont les Grecs se subjectivent, c'est-à-dire en fait font d'eux-mêmes des sujets, en passant par des processus qui, eux, par contre, sont évidemment sociaux, historiques, culturels, etc. etc. C'est-à-dire, là du coup, je pense que vous commencez à me voir venir, une réappropriation de choses qui sont normatives, culturelles, pour devenir soi-même sujet. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empowerment. La façon de se réapproprier des choses qui, certes, sont normatives, évidemment, mais qui me servent à moi en tant qu'individu pour devenir moi avec un grand M, quoi. Donc ça, c'est sa notion de subjectivation. J'espère que c'est clair. Je suis pas très sûre d'être claire, mais oui, c'est bien. C'est sa notion de subjectivation sur laquelle je m'attarde particulièrement parce que c'est vraiment là que le maquillage me semble à moi jouer. Chez les Grecs, par exemple, il y a pour essayer de le rendre un tout petit peu plus clair, les Grecs ne distinguent pas comme nous le physique de l'intellectuel ou du mental, donc tous les philosophes sont des grands sportifs. Être un homme accompli, à Athènes à l'époque, c'est à la fois évidemment être philosophe, être sage, moral, etc., mais c'est aussi être musclé, sain, manger bien, ne pas avoir de pulsion sexuelle, ne pas avoir de pulsion de bouffe, ne pas boire trop, etc., etc.
Donc il y a vraiment une attention qu'on a... Enfin, je sais pas, on reviendra dessus, je ne sais pas si on l'a perdu, mais en tout cas, on distingue beaucoup les deux, ce que les Grecs ne font pas du tout, en fait, paradoxalement. Et donc j'en viens enfin à mon sujet, aux youtubeuses beauté. Donc c'est elles qui retiennent mon attention, parce qu'elles sont très visibles, très médiatisées, et puis parce qu'elles se maquillent, tout simplement. Donc elles ont un accès assez direct à la pratique du maquillage qui m'en intéressait. Pour éviter de me perdre dans l'immensité de YouTube, je me concentre en fait sur les youtubeuses qui comptabilisent le plus de vues, qui ont le plus d'abonnés. Donc je les cite rapidement, il va être question, mais rapidement, donc je les cite dans le désordre parce que je ne suis plus à jour sur le nombre d'abonnés. Mais il est question de Sananas, d'Oria, d'Angel Phoenix évidemment, de Sandrea et d'Elsa Makeup. En fait, il suffit d'en connaître une pour voir selon les questions. Je pense que tout le monde a en tête au moins Angel Phoenix, qui s'est quand même principalement fait connaître du grand public pour ses masques à ne pas refaire, du coup, qu'on a compris maintenant. Et donc je les ai choisis parce qu'elles classent elles-mêmes donc explicitement leurs vidéos dans la catégorie beauté de YouTube. Vous allez voir qu'en fait il n'est jamais question exclusivement de beauté, et c'est justement ça qui est intéressant, mais du coup c'est pour ça que moi je les ai prises. Je les ai aussi choisies évidemment pour le pouvoir énorme qu'elles ont d'un point de vue à la fois économique évidemment, là pour toutes celles que j'ai citées, en particulier pour les trois premières. Et pour ce qu'elle représente en fait pour les marques, pour l'industrie du maquillage qui a totalement modifié en fait le paysage de la cosmétique et qui a aussi relancé les ventes. Donc j'ai fini mon introduction et je passe aux éléments plus réfléchis. Et je commence du coup par m'intéresser au visage. C'est le visage qui est le sujet principal du maquillage. Je vous apprends rien. Alors évidemment c'est susceptible de s'étendre puisqu'on peut maquiller le décolleté, vous le savez, soit pour qu'il n'y ait pas de démarcation de couleur, soit pour faire ressortir les formes du décolleté. On peut aussi maquiller les jambes et les bras si par exemple on est sur un tapis rouge. Mais c'est quand même le visage principalement qui retient l'attention des femmes qui se maquillent quotidiennement. Et le visage, il tient quand même un rôle particulier dans l'économie du corps. Là non plus, je vous apprends rien. Et il tient un rôle en fait parce qu'il est double. Il est à la fois le lieu le plus public, le plus social de mon corps, à tel point que j'ai l'injonction juridique de ne pas le cacher. J'ai l'injonction qui, vous le savez, dans les lieux publics, qu'il soit toujours visible. Mais il est aussi le lieu de mon corps qui m'échappe en fait en même temps qu'il s'offre à autrui. Puisque, par exemple, mes mains, qui sont presque aussi visibles que mon visage, je peux les voir. Alors que le visage, c'est cette partie du visible que moi, je ne vois pas. Alors, il y a le miroir, j'ai dit en miroir. Je sais qu'on peut se regarder dans un miroir. Mais en tout cas, quand j'offre, malgré moi, en fait, mon visage à autrui, moi, je ne le vois pas. Et comble, c'est quand même une sorte de trahison. Vous voyez que ce que je ne vois pas, et comble de la trahison, mon visage est expressif. Il dit des choses de moi, très facilement, et je le sais parce que je sais que le visage des autres est expressif, donc je sais que le mien c'est pareil. Jusqu'ici, je pense que j'ai rien appris. Mais du coup, en fait, je m'arrête là-dessus parce que le visage, au-delà de sa condition uniquement matérielle, uniquement corporelle, en fait, il se drape dans quelque chose de social, culturel, voire éthique et moral. Je ne vais pas m'arrêter sur Emmanuel Lévinas, mais évidemment, ici on pense très très fort à Lévinas, tous, qui fait du visage d'autrui, je m'arrête là-dessus, mais qui fait du visage d'autrui quand même l'injonction à la moralité, parce que justement c'est ce qui se présente dans une forme de vulnérabilité et aussi d'individualité. Le visage c'est quand même la chose, la première chose par laquelle on reconnaît quelqu'un, par laquelle on voit l'individualité, la subjectivité de quelqu'un, puisque les visages se ressemblent moins que les dos, par exemple. Voilà. Donc, je me suis arrêtée sur le visage, juste en fait pour dire que, justement, à partir de ce rappel très rapide sur ce qu'est tout simplement un visage, qu'on porte tous, ça devient assez difficile, en fait, de faire comme les auteurs grecs et latins ou certains auteurs contemporains,
c'est-à-dire de considérer que le travail de cette matière-là n'est qu'une frivolité, et parce qu'en fait, à partir d'une telle description, qui encore une fois est juste basique, hein, c'est juste la description de ce qu'est un visage, le maquillage, ça commence à apparaître quand même plutôt comme une sorte d'habillement de ma vulnérabilité, en fait de ce que j'offre à autrui, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit de réduire ou d'orner cette vulnérabilité, mais parce qu'en fait, peu importe, en tout cas, on travaille sur cette vulnérabilité-là, sur la façon dont je me présente. Et ce qui rend possible le maquillage, c'est en fait une véritable transformation de cette matière-là. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, en fait, c'est le thème de la métamorphose qui est très mise en avant par les youtubeuses beauté. Alors c'est pareil, je ne vais pas à chaque fois m'attarder sur les exemples du genre une telle a dit le mot dans telle vidéo, etc. parce qu'en fait, peu importe. Donc si vous connaissez, ça résonne à vos oreilles, on entend beaucoup dans ces vidéos-là parler de métamorphose, de changement, de voilà, parce qu'en fait c'est ce que permet le maquillage. Et effectivement, vous avez aussi ces fameuses vidéos de comparaison avant-après, où effectivement il y a véritablement une métamorphose qui ne se réduit pas uniquement à avant elle était pas belle et maintenant elle est belle, qui relève vraiment d'un changement de forme du visage et d'un changement de ce que le visage transmet du coup. La technique, par contre, je m'arrête un petit peu là-dessus parce que ça m'amuse. La technique la plus exemplaire en fait de cet aspect de transformation du visage qu'il faut vraiment prendre au sérieux, c'est la technique du contouring, que peut-être certains et surtout certaines connaissent, donc qui a été popularisée par Kim Kardashian, qu'on a fait un business, qui a bien raison, mais qui était en fait connue depuis très longtemps par les métiers du cinéma, puisque vous le savez, la caméra grossit les visages, un petit peu, et les corps d'ailleurs, et donc il s'agissait avec le contouring d'essayer de rendre aux actrices et aux acteurs d'ailleurs, de les rendre dignes du régime qu'ils avaient fait pour tourner dans le film, quoi. Et donc du coup, en fait, le contouring, c'est quoi? C'est en fait, il s'agit avec deux teintes différentes de poudre ou de crème, une légèrement plus foncée que la carnation naturelle et une légèrement plus claire, d'intensifier les ombres du visage avec la poudre foncée, parce qu'en fait, ça creuse, et avec la poudre plus claire, faire ressortir les zones qu'on veut faire ressortir justement, donc en général les pommettes, l'arête du nez, le creux du front, le bombé du front, pardon, justement. Et ça, en fait, on peut le faire avec énormément de choses. C'est-à-dire que c'est une façon de, classiquement, affiner son visage, de creuser un petit peu sous les pommettes, de faire aussi ressortir les pommettes. Mais avec ça, on peut, si on le souhaite, mais aussi évidemment pour répondre à des inventions, etc. Mais en tout cas, il se trouve que devant un miroir, on a le choix. On peut réduire la taille de son en tout cas, avec une illusion d'optique, hein, réduire un petit peu la taille de son front, réduire la taille de son nez, ou l'augmenter. Bref, on peut faire beaucoup de choses et jouer justement le jeu d'une forme de métamorphose que l'on décide. C'est-à-dire que c'est moi qui décide quelle taille je veux donner à chaque partie de mon visage, sur quel point je veux attirer la lumière, donc en fait le regard. Et ce qui se joue du coup dans la pratique du contouring, c'est clairement à la fois un jeu de la transformation, mais plus une sorte de jubilation de la métamorphose, c'est-à-dire que ce moment du maquillage, c'est le moment aussi où je peux faire ce que je veux de cette matière qui, quand même, on le rappelle, m'a été imposée. Le maquillage, c'est le moment où je choisis mon visage. Sortie de chirurgie esthétique, mais qui est quand même moins quotidienne que le maquillage, moins accessible pour plein de raisons, beaucoup plus engageantes, etc., etc. Donc un moyen à la fois de m'affranchir et d'épouser mon identité, puisque je peux très légèrement travailler dessus. Donc, il est question, et encore l'exemple du contouring le montre très bien, d'une sorte de travail de la matérialité corporelle directement, mais pas seulement d'une matière, mais aussi de la matière qui m'est propre, de ma matière à moi. Donc c'est pas une technique comme les autres. Et en fait, c'est la confrontation avec cette matérialité propre, cette matérialité donc qui est une individualité, puisque c'est moi, ou celle de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, si je maquille quelqu'un d'autre. C'est cette confrontation avec la matérialité, en fait, qui confère au maquillage la dimension de soin de soi. Pourquoi? Parce que la technicienne ou le technicien adapte sa technique, parce qu'il est forcé de le faire, parce qu'elle est forcée de le faire, adapte sa technique non seulement à ses objectifs, de type avoir un nez plus petit par exemple, ou une bouche plus pulpeuse, mais aussi à la forme qui lui est propre, c'est-à-dire à sa matière.
Ça, c'est quelque chose aussi que vous avez beaucoup chez les youtubeuses, c'est-à-dire que à la fois on va s'intéresser évidemment à une injonction. L'injonction là du moment, c'est être mince, donc avoir un visage fin. Donc évidemment qu'on va principalement travailler sur affiner ses pommettes. Mais donc ça, évidemment que c'est des techniques que les youtubeuses vont communiquer. Mais quand vous les regardez se maquiller, et que du coup elles prodiguent leurs conseils, elles s'arrêtent perpétuellement sur si vous avez les yeux clairs, par exemple moi j'ai les yeux foncés, je me maquille, je dis je fais ça, si vous avez les yeux clairs, il vaut peut-être mieux plutôt faire ça. Si vous avez des sourcils de telle forme, vous avez peut-être plutôt intérêt à faire ça, etc., etc. Et du coup, une attention à son visage propre, qu'on n'a pas en fait nécessairement si on ne prend pas le temps de se regarder, de s'examiner et de travailler avec son visage propre. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui ne se maquille jamais, ou en tout cas qui ne l'ait jamais fait, soit capable de se dessiner, par exemple, de la même façon que quelqu'un qui se maquille. Qui donc est forcé en fait de se regarder et de savoir exactement de quoi il fait son visage, de quoi il fait sa matière et ce qu'il a lui envie d'en faire, lui ou elle. Et donc ça, en fait, ça me rapproche beaucoup du thème de Foucault de souci de soi, parce qu'on est, vous le voyez, alors je vais parler après un petit peu de l'acte et du processus en fait de maquillage, du retour à soi plus intime, mais là déjà on est dans quelque chose qui touche, qui mêle en fait le processus culturel, qui est aussi, encore une fois, aussi économique évidemment, etc. Mais donc ce processus-là, historique, qui s'inscrit dans une mode, est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus individuel, puisque c'est ma forme à moi, mon visage, quoi, que je travaille, que je transforme, et donc je suis obligée d'accorder non seulement une attention, mais aussi une forme de bienveillance, en fait, à cette forme-là. Et plus que le visage maquillé, ce qui m'intéressait chez les youtubeuses, c'était qu'elles montraient quelque chose une chose à laquelle en fait on n'avait pas accès avant elles, c'est-à-dire le processus du maquillage, l'acte de se maquiller. Et ça, c'était intéressant. C'était intéressant d'une part parce que du coup ça me faisait une résonance foucaultienne, parce que Foucault, ce qui lui permet d'élaborer comme notion intéressante la notion de subjectivation, plutôt que de parler de subjectivité, parce que c'est un concept qui existe, la subjectivité, il aurait pu parler de ça, comme tout le monde. Mais en fait, ce qui l'intéresse dans la subjectivation, c'est justement que c'est un processus. Son idée, c'est que être une subjectivation, c'est aussi ne jamais être totalement fixé, parce que les expériences ne sont jamais terminées, parce que la façon dont je me fais moi-même n'est jamais terminée, en fait, est un processus qui va se continuer jusqu'à la mort, et que le terme de subjectivité fixe le sujet, en fait. Et donc, il voulait éviter ça. Et les youtubeuses, en fait, alors évidemment, le but, c'est le résultat final, hein, qui est montré avec une petite musique de fond sous tous les plans, etc. Mais elle montre quand même le processus, et en fait, pendant ce processus, il se passe énormément de choses. Donc non seulement elle parle, elle donne les conseils, là que je viens de parler, mais en fait, elle ne parle pas que de maquillage quand elle se fond d'elle. Et justement, vous prenez l'expression se faire belle, se faire, c'est la continuité. Donc en fait, ce qui retient mon attention vraiment, c'est le tutoriel beauté en tant que moment de mise en jeu d'une pratique de soi, plus que le résultat du tutoriel beauté comme visage maquillé, terminé, présentable, etc., etc. Et ça m'intéresse pourquoi? Parce que c'est un processus qui est intime, et donc il faut en déduire que le plaisir qu'il procure, le plaisir d'en procurer par ce processus de maquillage est lui aussi intime. C'est pour ça que je distingue le visage maquillé du visage en train de se maquiller. Le plaisir du visage maquillé, il est évidemment aussi social. Mais le moment où on se maquille, à moins d'être youtubeuse, on est seul. Du coup, c'est forcément un acte, pour peu qu'on le fasse durer, pour peu qu'on le reproduise tous les matins sans y être contrainte, c'est quelque chose qui fait plaisir, donc c'est quelque chose qui relève d'un plaisir, oui, d'un plaisir en fait intime. Ça rejoint en fait ce dont il y a des questions plus haut, c'est-à-dire que c'est aussi un plaisir de la jouissance, là pour le coup on est devant le miroir, donc c'est aussi un plaisir de, pour quelques instants encore, le visage que je vais être obligée d'offrir et que je ne vais plus voir, il est encore juste à moi, et je peux encore en faire exactement ce que je veux. Puisque s'il est expressif, de toute façon il est expressif que pour moi,
Là, vous me suivez, hein, je suis face à mon miroir dans la salle de bain. Ouais. Donc il est exclusif que pour moi, donc il ne me met pas du tout en danger, il n'est pas du tout, il n'est pas encore marque de vulnérabilité, et surtout, je suis en train de le maquiller, donc je suis en train d'en faire exactement ce que je veux, presque ce que je veux. Et qui plus est, donc au moment où j'ai encore cette maîtrise sur mon visage, j'ai surtout en fait, ou en tout cas je me rends capable de la maîtrise d'une technique à laquelle je suis habituée et qui permet en fait à mon esprit de vagabonder. Et c'est le cas de toutes les techniques qu'on maîtrise bien. N'importe quel travail manuel répétitif permet ou condamne l'esprit à s'enfuir en fait. C'est le cas aussi de la marche, tout simplement, qui est une technique qu'on maîtrise bien quand même la plupart du temps. Et qui met tout de suite en fait l'esprit en marche. Et le maquillage, une fois qu'on est habitué à se maquiller, c'est ça en fait, permet de se mettre à penser. Or, si je suis en train de travailler une technique sur une matière qui, encore une fois, m'est propre, seule, face à mon miroir, etc., il est certain que ce cadre d'intimité, il va être propice à une forme d'introspection. C'est-à-dire que mon esprit va vagabonder sur des choses qui me sont plus propres, qui me sont plus intimes que si j'étais peut-être en train de faire de la cordonnerie, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement. Alors là pour le moment, c'est juste un constat intime. J'espère juste ne pas être la seule à le faire, en fait. Mais je pense pas, puisque, justement, chez toutes les youtubeuses que j'ai citées plus haut, il y a au moins une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Chit Chat Makeup. Et qui, en fait, consiste à, et qui parfois, chez certaines youtubeuses, revient très régulièrement, genre tous les mois. Et en fait, en qui consiste ça? Donc c'est les youtubeuses qui se filment, en général avec assez peu de montage, donc c'est-à-dire que c'est assez long. Parce qu'un maquillage de youtubeuse, c'est facile 45 minutes. Hein. Donc c'est une vidéo qui va durer 45 minutes. Et donc c'est les youtubeuses qui se maquillent face caméra et qui parlent. Et ce qui m'intéressait en fait, c'était de voir, donc elle commente ce qu'elle fait évidemment, elle rappelle tous les petits conseils qu'elle a déjà donnés ailleurs, elle parle évidemment des produits, puisqu'elle est quand même aussi payée pour ça. Donc elle présente ses produits, etc. Mais elle parle pas que de ça, puisque ça dure très longtemps. Et donc elle n'a pas assez de matière. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce dont elle parle, et en fait, elles parlent toutes de la même chose, à savoir de choses assez intimes, c'est-à-dire d'elles-mêmes, de leur intimité. Il est souvent question de sujets personnels, tout simplement, il est question du travail, des problèmes qu'on a au travail, donc soit le travail de youtubeuses pour les plus, celles qui en vivent, soit du travail qu'elles ont à côté pour celles qui n'en vivent pas, mais que j'ai pas cité du coup plus haut parce que sinon on allait se perdre sur YouTube. Donc elles parlent de leur travail, elles parlent de leurs relations amoureuses, donc évidemment en cachant les noms, etc., parce que c'est des personnages publics, mais elles parlent de ça, elles parlent de leur rapport à elles, elles parlent de leur rapport à leur corps, à leur image, à leur santé, de leur quotidien. Et si elles font tout ça en parlant toutes de la même chose, je pense que du coup on peut poser l'hypothèse qu'en fait on fait tout ça. C'est-à-dire que ce moment du maquillage, c'est un moment de retour à soi, un moment de retour à son intimité, de mise au point en fait avec soi-même et avec son intimité, avec ses petits, avec son quotidien, ses petits soucis ou ses petites joies, etc., etc. Et donc l'hypothèse que je voudrais poser, qui me semble en fait assez importante, c'est que ces conversations, donc qu'ont les youtubeuses ou qu'on a nous-mêmes avec nous-mêmes, encore une fois j'espère vraiment pas être la seule, en fait sont favorisées par l'acte auquel on se livre quand on a cette conversation ou ce soliloque, conversation qu'on a tout seul dans sa tête. Donc est favorisée par l'acte, encore une fois, le travail de cette matière qui m'est propre, etc., par une technique que je maîtrise. Et il y a une assimilation en fait assez facile de ces sujets-là, donc de ces sujets traités par les youtubeuses, avec une sorte de bavardage, justement, de bavardage typiquement féminin, quand on parle de nos mecs, du boulot et de la collègue qui passe en fait, etc., etc. Et en fait, ça me semble vraiment relever du préjugé sexiste grossier, c'est-à-dire que parler de son boulot, de son mec, de sa collègue qui est chiante, de tout ce qu'on veut, de soi, en fait, principalement, de sa santé, de son petit désordre intestinal du jour, de sa petite migraine de la veille, etc., etc. En fait, c'est tout sauf futile. C'est juste parler de sa vie, de soi. C'est juste qu'en fait, on le fait assez rarement parce que ça n'intéresse personne. Mais ça, c'est pas du tout le problème. Parce que le seul problème étant de s'interdire à soi-même. Et du coup, de s'y rendre inattentif soi-même sous prétexte que ça n'intéresse pas autrui. En fait, c'est extrêmement intéressant pour soi-même. Voilà.
Et donc mon hypothèse, c'est juste ça en fait, hein. C'est que le fait de se maquiller rend possible, favorise ce type de relation à soi qui en fait est vraiment extrêmement précieux et qui n'a a priori en tout cas rien de négligeable ni de futile. Et encore une fois, évidemment, il est possible de douter de l'intérêt, et j'en doute personnellement, mais il est possible de douter de l'intérêt de rendre public ce genre de réflexion. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un d'autre que moi. À la limite, maman, papa, mon mec. À part ça, vraiment, ça n'intéresse personne, et c'est totalement normal. Par contre, encore une fois, c'est très intéressant pour le sujet qui s'y prête. Et je termine par le dernier point qui me semblait vraiment intéressant avec le maquillage, c'est en fait l'agilité technique qu'il nécessite. Donc encore une fois, on retombe sur toute cette notion de pratique vraiment technique, pratique sur une matière, mais cette fois je laisse le côté, c'est une pratique sur une matière qui m'est propre, etc., etc., pour aller vraiment dans la technique. C'est un des gros atouts justement des youtubeuses, puisqu'en fait c'est la raison. Bon, il y en a probablement d'autres, mais c'est quand même une des raisons principales qui pousse à les regarder. C'est en fait, on va m'expliquer comment faire un trait liner, comment dessiner les lèvres, etc., ce qui n'est pas évident du tout. Donc c'est ça qui attire les futurs abonnés. Et l'acte technique de se maquiller, puisque c'est un processus exigeant, donc ça nécessite précision, attention, etc., ça fait de la pratique du maquillage un véritable exercice, qui en fait nécessite une forme de discipline, une forme de travail. Ça nécessite que je m'examine, que j'affine mon geste, etc., etc. Et dans ce travail-là, en fait, je suis à la fois objet du processus qui se déroule, puisque c'est mon visage l'objet, et sujet, puisque c'est moi qui suis en train de faire se dérouler. Donc là, encore une fois, on est au cœur de la subjectivation foucaldienne, c'est-à-dire que je travaille avec toutes les présupposés en fait, pour le travail. Encore une fois, la concentration, l'attention, l'agilité, etc. sur moi-même, et en plus pour me faire plaisir. Est-ce que je... Ouais. Non, je m'arrête pas, je voulais juste dire que voilà, il y avait quelques endroits très précis en fait où cette agilité-là, elle apparaît, de type le trait liner, qui est quand même un truc extrêmement difficile. Parce qu'il faut tracer un trait droit, franc de préférence, sur un œil, donc en inversé puisqu'on est dans le miroir, en fermant l'autre œil. Et donc ça en fait, ça me semblait difficile aussi, sur ce genre de truc, ça me semblait assez difficile de le voir autrement que comme un travail, enfin de le voir comme quelque chose de futile, et de le voir autrement que comme un travail. Et encore une fois, c'est parce que c'est principalement féminin que c'est dévalorisé en tant que travail, justement. Parce que vous remarquez que quand les hommes se mettent à quelque chose, type musculation, on nous pond des traités là-dessus, sur comment bien se muscler, comment bien placer ses jambes, etc., etc., comment faire ressortir tel muscle plutôt que tel autre. Et en fait, la musculation, c'est moins difficile techniquement que le maquillage. Hein. Et il y a aussi, évidemment, bon, ça touche aux masculinités, du coup, vous y avez une question la dernière fois, mais tout ce qu'il y a de dégradant pour un homme de s'intéresser aux trucs de filles. Là, en venant, on a croisé quelqu'un qui disait oh ben non, je viens pas, la youtubeuse, ça m'inspire pas trop, quoi. Voilà, je suis un vrai mec. Je crois que c'était où? Ah non, pardon, c'est une accusation mensongère, c'est pas bon. Et voilà. Donc, la dévaluation, c'est souvent d'un acte technique, d'un travail effectivement qui demande du temps, qui demande une habitude et qui en fait relève parfois, mais en tout cas c'est clairement le cas pour les youtubeuses beauté, relève quand même de la haute voltige. Ce qu'elles savent faire avec leur visage, c'est de fait impressionnant. Ce qui n'oblige pas à les regarder, encore une fois, ce qui n'oblige pas à s'intéresser à ce qu'elles font, ce qui n'oblige pas non plus à le refaire, mais ce qui ne peut pas être dévalué en fait en tant que pratique que technique. Et je termine avec un dernier point, qui est une conclusion en fait, et qui est presque le plus important, qui me semble prouver plus que tous les autres l'aspect soin de soi, si on peut dire, de la pratique du maquillage telle que les youtubeuses la transmettent, c'est que chez l'ensemble des youtubeuses que j'ai citées là en introduction, il y a énormément de vidéos qui s'écartent du thème strict du maquillage ou de la beauté, et qui se rangent sous l'étiquette du lifestyle,
C'est-à-dire qu'en fait, pour le temps d'un tournage, les vidéastes en fait, vont se tourner vers autre chose justement que le maquillage, donc vers les soins de la peau, les soins du corps. Alors, on est encore dans le féminin, évidemment, il est souvent question de d'épilation, de coiffure, de cheveux longs, puisque c'est un métier avec cheveux longs. Mais il n'empêche qu'on se tourne vers autre chose que le maquillage. Et il est aussi de plus en plus question, ça c'est aussi à mesure que ces youtubeuses-là prennent un petit peu en âge, pour le coup d'autres choses que de la beauté en général. Elles parlent justement de leur corps, de sport, de santé, de régime alimentaire. Donc les régimes alimentaires contemporains alternatifs sont évidemment surreprésentés avec tout ce qui est végétarisme, véganisme, alimentation bio, éthique, etc. Parce que tout simplement, c'est des personnages c'est des personnages contemporains qui suivent les modes contemporaines qui sont, on le voit là très clairement, pas toujours néfastes. Et en fait, donc, l'élargissement, et après voilà, c'est fini, l'élargissement thématique de ces chaînes, elle confirme en fait cette intuition que le maquillage mène à la fois ces youtubeuses en tant que créatrices, mais aussi les jeunes femmes ou les jeunes hommes d'ailleurs qui les regardent en tant que préceptrices vers une pratique en fait accrue du soin de soi et une pratique beaucoup plus élargie de l'attention à soi et donc du coup de l'attention à sa santé et à son bien-être. Voilà. Les règles du jeu pour cette fin de conférence, déjà merci. Alors, il faut que à moins le quart, je vous dise c'est fini, parce que l'IEP ferme vraiment ses portes à 20h, et sinon on fait de la rétention de personnel, et c'est vraiment pas cool pour eux, quoi. Voilà. Donc, je vous mettrai dehors, voilà, si vous partez pas, je dirais, mais non, voilà, et en revanche, Sophie, si elle l'accepte, on n'en a pas parlé avant, mais c'est bon. On vous attendra un petit peu dehors pour si vous avez encore des questions qu'on n'a pas eu le temps de prendre, il n'y a pas vraiment de problème. Juste, il faut garder à l'esprit que les conférenciers mangent des fois, même si elle a mis du rouge à lèvres. Voilà, autre chose, donc on va faire circuler le micro pour les questions, donc s'il y a une bonne volonté qui peut s'en occuper. C'est très très bien. Et je dirais aussi, on va faire un petit peu de promotion et d'autopromotion. En fait, vous pouvez nous retrouver dans un colloque de pop philosophie, toutes les deux, pour la 2e année, à Mulhouse. Ça en plaindra certains, malheureusement. Donc, Sophie s'exprimera sur, je crois, Ed Sheeran. Elle a fait ça, la pop star qui se néglige. Voilà. Et moi sur Virginie Despentes qui fait un doigt d'honneur cathartique aux injonctions sociales. Voilà. Donc, si vous voulez nous accompagner dans notre road trip à Mulhouse, on vous retrouvera là-bas. Voilà pour ça. Si j'ai rien oublié, c'est à vous pour les questions. Agathe, est-ce qu'il y a une fiche mail? Voilà. Si vous n'êtes toujours pas inscrit à la mission égalité, alors Agathe qui travaille à mes côtés a fait enfin la page Facebook tant attendue. Et donc du coup, vous pouvez nous suivre, vous pouvez commenter, vous pouvez voilà. Et donc vous pouvez aussi recevoir une newsletter en donnant votre adresse mail. Et puis même qu'il y aura un questionnaire sur cette conférence si on a la foi. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Allez-y, franchement, votre temps est compté. Voilà. Bonjour, merci pour votre conférence. Désolée, j'ai loupé le début, donc désolée si jamais on revient sur quelque chose qui avait été dit. Mais c'est pour dire, par rapport au titre qui a été choisi sur la conférence, vous avez dit que vous n'étiez pas, vous ne pensez pas que les youtubeuses sont un affront au féminisme, mais du coup, ce serait pour interroger pour vous. En quoi est-ce que les youtubeuses ont un rôle à jouer dans le féminisme? Parce que moi, je trouve que, personnellement, qu'elles peuvent avoir un côté assez, à la fois émancipateur et à la fois elles véhiculent des canons de beauté, je trouve un peu, mais à la fois elles peuvent avoir un côté émancipateur. Moi, je sais que ça m'avait vachement marqué quand Eugène Félix a mis une photo avec ses vergetures apparentes, je me genre waouh, c'est dingue, parce que je voyais une par ailleurs en plus. Ou même une youtubeuse qui parle qu'elle make-up, moi j'ai 15 ans, je me dis waouh.
philosophe. Ouais. T'as bien fait de choisir philosophie parce que du coup t'as 25 piges et t'as 25 piges, tu veux dire philosophe et quand on fait des lettres on l'a vraiment dans le baba complet quoi. Tu vois, sociologue dit sociologue, philosophe et nous on est quoi? Rien. Femme de lettres. Femme de lettres. Voilà. Oui, en fait c'est exactement elles sont ambiguës. Moi j'ai quand même le sentiment maintenant, et en particulier donc, celle que j'ai citée vraiment quand même joue beaucoup à ce jeu-là, effectivement, Angèle Phoenix avec ses vergetures. Je trouve que Sana le fait aussi. Elle avait fait une vidéo sur la chirurgie esthétique et le fait d'en avoir fait, d'y avoir recouru les raisons, etc. Enfin, bon, peu importe, mais elles ont cette ambiguïté de à la fois justement véhiculer les critères normatifs en fait de la beauté, le visage fin et tout ce dont j'ai parlé effectivement, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas là au début, mais tout ce dont il est question quand on prend en compte en fait ce que les techniques de beauté contemporaines ont eu de normatif en fait pour les visages féminins, les cils longs, la peau fine qui n'a pas de boutons, qui n'a pas de rougeur, les cils dessinés, etc., etc. Évidemment, elle véhicule ces critères-là, et en même temps, je trouve qu'elles sont très prudentes. En fait, elles sont très prudentes parce qu'elles répètent quand même assez régulièrement que personne n'est forcé de se maquiller, que elles font ça mais qu'on peut faire autre chose. Et justement, la plupart en fait s'engagent. Là quand même, dans celle que j'ai citée, la dernière, Elsa Makeup, c'est une femme handicapée. C'est une femme qui a un fauteuil roulant. Donc elles ont un... Bon, elle l'a pas choisi, mais... Elles s'engagent quand même toutes relativement dans oui, aussi une démarche émancipatrice, justement, de montrer des choses qui se montrent peut-être plus difficilement, d'avoir aussi des discours. Il y en a, et ça, pour le coup, ça rejoint la fin de ce que je disais. Là, par exemple, récemment, Angèle Phoenix, elle a fait une vidéo sur la pilule contraceptive et pourquoi elle l'a arrêtée, et les hormones, etc., etc. C'est hyper intéressant, elle est regardée par des très jeunes femmes. C'est hyper intéressant qu'elle parle de ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de très jeunes femmes qui n'ont pas accès à ces informations, qui n'ont pas accès à des témoignages, qui n'ont pas. C'est aussi une nana, bon je parle que d'elle du coup, mais c'est aussi une nana qui a eu très longtemps des très gros problèmes d'acné. Donc il y a eu aussi, effectivement, elle a montré ses vergetures, mais elle a aussi, mais ça il y a longtemps, parce que ça devenait difficile à cacher du coup, mais elle montrait son visage justement nu, avec vraiment des très grosses marques d'acné, donc quelque chose qui doit être, voilà, pour une jeune femme, à l'époque elle était encore très jeune, surtout une jeune femme qui est autant regardée, ça devait être très complexant, ça devait être très difficile. Et c'est aussi quelque chose qui est, qui me semble médiatiquement déjà assez bien joué, mais aussi assez intéressant en fait et important pour les gens qui les regardent. Par contre, je leur donnerais pas non plus quoi que non, je sais pas. J'allais dire, je leur donnerais pas un rôle à jouer dans le féminisme, mais en fait, pourquoi pas. Moi, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Moi, personnellement, dans le travail du maquillage, je vois une dimension artistique, dans la mesure où on essaie de donner une dimension esthétique à un objet, le visage. Vous avez parlé tout à l'heure de cette technicité assez délicate de dessiner l'œil, l'eyeliner, et de faire du contouring. Il y a finalement une forme d'intelligence artistique qui voit en ce visage quelque chose qui va au-delà de ce qu'il transmet en temps normal. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'intelligence. D'ailleurs, les anglo-saxons appellent ça make-up artist. Donc, moi, je trouve au-delà de... voilà. Il y a une dimension artistique qui est très qui est honorable et qui est à saluer dans ce travail. Oui, voilà, et qui rejoint en fait cette idée de quelque chose de plus important et de plus large que juste une pratique quotidienne d'hygiène. Voilà. En sortant des clichés que voilà, on est plus belle si l'œil est plus grand, si l'œil est dessiné de telle ou telle manière. C'est aussi ce travail très personnalisé de la maquilleuse qui voit en l'œil, l'œil par exemple, une forme de beauté au-delà de ce qu'il est réellement. Et voit tout le potentiel du visage que d'autres
met en valeur. Ouais. Je pense qu'il y a un travail, une forme d'intelligence qui est très intéressante. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, ça commence à revenir justement avec des maquillages beaucoup plus marqués, extravagants, etc. Mais en fait, c'est parce que les femmes s'y consacrent quotidiennement que ça n'a pas le droit d'être un art. J'en profite pour placer ma question. Si vous ne vous motivez pas, je suis là. Je voulais savoir si tu savais s'il y avait des. Enfin, j'imagine qu'il peut y avoir des tutos barbe pour les gars, pour les boosters, ou des trucs comme ça. Comment c'est. Je sais pas si. Donc, est-ce qu'il y en a et comment c'est perçu? Est-ce que c'est perçu différemment? Est-ce que c'est valorisé? Alors, il y a deux types de youtubeurs beauté. Il y a les hommes qui se maquillent et qui font des tutos maquillage pour les hommes et les femmes, mais qui du coup font des maquillages marqués. C'est-à-dire, et d'ailleurs les hommes qui font ça le disent, c'est encore difficile en 2019 de sortir dans la rue quand on est un homme maquillé comme ça. Parce que, pour des raisons et donc il y a eux qui en fait du coup font vraiment la même chose et qui là pour le coup, quand j'ai parlé de youtubeuse, mais ils rentrent en fait dans exactement la même catégorie. Et il y a les hommes qui du coup ne se maquillent pas ou très peu, en tout cas il ne faut surtout pas que ça se voit. Et pareil, donnent des conseils du coup aux autres hommes qui voudraient se tailler la barbe de telle ou telle façon, ou faire disparaître leurs cernes sans que leur meuf s'en rende compte qu'ils se maquillent, ou ce genre de trucs. Et ils sont en fait beaucoup moins regardés, ils ont beaucoup moins de succès. Je suis pas sûre, des youtubeurs maquillage, il y en a qui en vivent beaucoup. Par contre, juste soin du corps et du visage dans des techniques masculines, je suis même pas sûre qu'il y en ait un qui en vive. Parce que aussi, je pense que le maquillage et le soin de soi, le soin de soi qui découle de cette pratique-là du maquillage, c'est aussi des pratiques qui sont perçues comme féminines. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de passer du temps sur elles, de s'intéresser à elles, à leur corps, etc. Les hommes ont quand même socialement moins le droit. C'est quand même un truc de... Oui. En fait, le hipster, il passe pas tant sur ça. S'il y a un peu de gel, déjà il est ultra efféminé. Le hipster à la campagne, voilà. C'est déjà compliqué en fait, et en fait, il fait pas comme ça. Oui. Oui, je pense que sur la barbe, il y a des choses, mais oui, ils sont moins regardés, quoi. C'est pas du tout la même ampleur sociale, en fait. C'est pas la même ampleur sociale. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question, en fait, surtout sur l'expression youtubeuse beauté, parce que moi, je me demandais si c'était pas un peu réducteur de... Enfin, c'est un terme... Parce que moi, je regarde surtout une Phoenix, enfin, j'en ai regardé, et elle a fait, mais tellement plus que des vidéos de beauté. Enfin, à un moment, elle en sortait limite 2 par jour, quoi. C'est un rythme qui était assez incroyable. Et du coup, elle avait le temps de parler forcément de autre chose, même sans se maquiller. Enfin, entre tout ce qui est vlog, tout ce qui est juste vêtements, bon, c'est souvent des choses assez catégorisées féminines, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'afro-féminisme, que du fait de nous, leur enlever du crédit justement parce qu'elles sont youtubeuses beauté, de les ranger dans cette catégorie-là qui est en fait hyper réductrice par rapport à tout ce qu'elles proposent en termes de contenu. Oui, alors pour me dédouaner, je l'ai dit au début, je les appelle youtubeuses beauté. Parce qu'elles se rangent dans la catégorie beauté, parce qu'en fait c'est leur business du coup. Voilà. C'est ça qu'elles vivent principalement, mais au-delà de ça, sur les chaînes, il y a beaucoup de choses. Parce que aussi pour la plupart, quand elles ont commencé, la catégorie lifestyle n'existait pas. Et justement, Angel Phoenix avait fait une vidéo là-dessus en disant j'ai commencé en faisant de la beauté, en parlant de mes cheveux, mon maquillage, etc. Et en fait, je suis toujours une youtubeuse beauté alors que je fais plein d'autres trucs, ce qui est vrai. Et c'est pas la seule, hein. Les autres aussi parlent d'autres choses, font d'autres choses. Mais c'est vrai qu'elle, particulièrement, effectivement, en plus, elle a un rythme très soutenu. Et oui, c'est un. En fait, à partir du moment où on s'intéresse à la beauté, au maquillage, comme on s'intéresse à ça, soit on s'intéresse que à ça, parce qu'on est en fait un peu une bouffiasse, un peu une greluche. Oui, en fait, on s'intéresse que à ça, obligé. Et du coup, effectivement,
changé dans le... Ouais. Mais là, je les ai prises dans leur pratique de ce truc-là, avec, bon, évidemment, l'ouverture, mais dans la pratique de ce truc-là. Et elles continuent, en fait, de se catégoriser comme ça. Je pense aussi pour des raisons professionnelles, économiques. Mais effectivement, elles font d'autres choses toutes, en fait. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport, vous avez dit en fait que c'était leur manière de se réapproprier en quelque sorte les injonctions sociales en se maquillant et ce fameux retour à soi. Mais moi ma question c'est que même si on se réapproprie les injonctions, elles existent toujours, elles restent en fait. Et ma deuxième question c'est par rapport au retour à soi. En fait le retour à soi ne se fait pas uniquement par le maquillage ou par l'esthétique ou par une forme physique. D'ailleurs si ça passait par ça forcément, les hommes se maquilleraient aussi. Et du coup, je trouvais ça assez réducteur en quelque sorte. Et je voulais savoir si vous pouvez revenir sur ça. Merci. Alors, j'ai noté parce qu'il y a 2 questions, c'est déjà trop. Alors oui, donc l'injonction, elle reste effectivement, même si on se la réapproprie, même si on la retravaille, même si on se l'applique à soi, en la contournant, etc. Alors, je ne me suis pas attardée là-dessus, mais en fait, je reviens à Foucault pour m'aider, théoriquement. Et lui, la façon dont il s'en sort de ça, c'est de la réappropriation, parce que les profs font pareil, ils font du coup un sport qui est aussi une injonction, ils écrivent de telle et telle manière. Et la façon dont il s'en sort, et Judith Butler le reprend après, c'est de dire que, bon, déjà, de toute façon, on ne sort pas d'une culture ni d'une société, enfin, on est condamné à vivre dans une société qui, du coup, a des injonctions, a des normes auxquelles on peut refuser de se plier, mais en tout cas, auquel si on veut être tranquille, on a plutôt intérêt à se plier. Donc on n'en sort pas. Donc une fois ce constat-là posé, l'idée de la pensée critique, en fait, qui va donc de Foucault en passant par Butler, c'est de dire que l'injonction que je me réapproprie, elle est toujours je la décale toujours, en fait. En l'appliquant à moi en tant que sujet, elle est toujours un peu décalée. Elle est toujours... c'est plus Butler que Foucault, mais c'est cette idée de, par exemple, Butler en parle et c'est assez intéressant justement sur les normes en fait qui pèsent sur les corps féminins, et en disant en fait c'est pas si grave que les femmes s'y plient, parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle femme s'y plie, elle s'y plie en décalant, parce que c'est impossible d'être la femme telle qu'il faudrait l'être. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Et donc à chaque fois qu'une femme s'y plie, elle est, je sais pas, soit par exemple, elle est très très mince, mais du coup, elle n'a pas assez de forme, ou elle a les cheveux suffisamment longs, mais pas suffisamment lisses, ou elle est suffisamment maquillée, mais enfin bref. Et du coup, l'injonction a toujours un petit truc qui vient la ronger de l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est comme ça en fait qu'il y a le sentiment en fait d'agir sur ces injonctions-là. En fait, c'est par ce processus, en fait, tout simplement, de justement se les appliquer consciemment à soi-même, qui est susceptible de les faire bouger ou non. Et sur le retour à soi, oui, je suis totalement d'accord. En fait, je ne voulais surtout pas réduire la possibilité du retour à soi au maquillage. Évidemment qu'il y a plein de manières de faire un retour à soi et de penser à soi, et qui par ailleurs sont, pour certaines, plus socialement gratifiantes que le maquillage. Hein. Il y a la lecture, l'écriture, enfin je vous apprends rien. On peut faire vraiment plein de trucs pour penser à soi et se faire du bien en fait au sens large. Mais voilà, moi je m'arrêtais sur le maquillage parce que ça me semblait vraiment être le cas aussi du maquillage, alors que c'est déprécié, alors que justement tout ce qui est lecture, écriture, sport, un joli truc, là, il faut absolument en faire, c'est génial, faut en faire le plus possible, et puis en plus ça fait du bien et tout, la brasse, il y a un peu de maquillage aussi en fait. Et c'est pour ça que du coup je m'arrêtais là-dessus, mais évidemment il y a plein de façons de... Et puis bon, un peu chacun la sienne aussi, oui, prendre soin de soi au sens très large, oui bien sûr, bien sûr. Pas sûr que ça soit très clair, mais en fait, ça m'est venu tout à l'heure, je me demandais, je n'ai pas sûr que c'est une question en fait, mais est-ce que c'est comparable à la manière dont Virginie Despentes parle de la prostitution
injonctions, notamment dans quelques théories, dans la manière de se réapproprier des codes qui sont hyper féminisés et très très dégradés dans la société, enfin mal vus dans la société. Je voulais savoir si c'était possible de faire ce comparaison. Oui. Et en fait, du coup, je ne vais pas en parler parce que je vais en parler, mais assez vite, parce que c'est des thèmes qui sont très compliqués à gérer, et chez Défense y compris. Et donc, effectivement, donc, pour ceux qui du coup l'auraient pas lu, en fait, chez Défense, il y a cette idée de sous un certain angle et avec beaucoup de précautions évidemment. Après, elle essaie quand même de quoi elle parle en Défense, mais avec tout de même beaucoup de précautions, c'est bien normal. Faire de la prostitution aussi un moyen de prise de pouvoir sur les hommes. Donc le but n'étant pas, alors je le rappelle, il y aurait deux attardés, mais le féminisme, c'est pas que les femmes prennent le pouvoir sur les hommes, hein, on sort de ça, c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, là, dans le cadre de cette société qui est quand même extrêmement misogyne et qui a servi les femmes au point où on en arrive à la prostitution, se prostituer, c'est aussi réduire les hommes à ce qu'ils sont quand ils utilisent. C'est vraiment compliqué comme sujet. Réduire les hommes qui viennent du coup me voir moi en tant que prostituée, les réduire à une sorte d'homme d'être qui ne souhaite que sa satisfaction, donc qui est totalement dépendant de sa satisfaction sexuelle, qui paye pour ça. Donc en fait, qui quand même m'apporte vraiment plus que ce que je lui apporte, parce que l'argent, je peux en faire plein de trucs, une pipe, on n'en fait pas grand-chose une fois que c'est fait, quoi. Et donc, en fait, elle travaille là-dessus en se disant que voilà, c'est des choses qui méritent en fait d'être pensées autrement que justement les préjugés misogynes qui pèsent en fait sur ces femmes et ces pratiques. Encore une fois, sans cesser d'en faire aussi des victimes, parce que c'est le cas, mais en le pensant aussi comme, en le pensant autrement, en fait. Simplement, et de manière un peu plus élargie, effectivement, ouais, c'est tout à fait pertinent. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant sur le viol dans Kissing Theory, qui est pareil, hein, et elle en parle avec précaution, mais du coup, moi encore plus, parce que j'ai pas autant de bagou qu'elle, mais de dire, en fait, peut-être que socialement, il serait intelligent, je laisse à votre réflexion, je sais pas, j'en sais pas plus qu'elle, mais peut-être que socialement, il serait intelligent de cesser de faire des femmes des victimes, et aussi de préparer les femmes à être des victimes. C'est-à-dire que si on arrêtait de dire aux petites filles, fais attention, sors pas tard le soir, tu vas te faire violer, c'est vraiment le pire truc qui peut arriver à quelqu'un, tu vas jamais t'en remettre, tu n'auras plus de dignité, tu n'auras plus machin, etc. Et de faire du viol un truc complètement fou, alors que, pour rappel, selon les associations féministes, selon le gouvernement, il y a une femme sur 3000 qui se fait violer, selon les associations féministes, c'est quand même une sur deux, une fois dans sa vie. Faut peut-être arrêter d'en faire un truc traumatisant en fait, parce que dans ce cas-là, on n'a pas fini de traumatiser. Et si on dit aux petites filles, écoute, les gars, il ne s'agit pas de provoquer les choses, encore une fois, les dépenses, c'est très clair là-dessus, évidemment, et il ne s'agit pas non plus de cesser d'en faire des victimes, vraiment. Mais si on dit aux petites filles, malheureusement, il y a des chances que ça t'arrive, apprends à te battre plutôt que d'apprendre à rentrer tôt, déjà, première chose, apprends à. Mais c'est physiquement, hein, j'entends. Et puis, bon, si ça arrive, ça arrive. Mais t'es pas moins digne, t'as pas moins le droit d'avoir ta sexualité propre, t'as pas moins le droit, t'es pas sali, t'es pas sale, t'es pas, etc. Et en fait, elle dit, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, chez Défense, mais encore une fois, qui est vraiment compliqué, je pense qu'elle parlait de ça. Mais en fait, c'est aussi des préjugés extrêmement misogynes de dire, de tenir le propos public de, par exemple, une femme violée, elle est salie. Pourquoi, en fait? Alors, le sentiment qu'elle a là, encore une fois, il n'est pas du tout à remettre en question, enfin, ça c'est encore autre chose, mais d'entendre des hommes, par exemple, sur des plateaux de télé dire vous vous rendez compte, les pauvres femmes, elles sont salies quand elles sont violées, mais c'est pas salissant la sexualité, ce qui est salissant, c'est la violence, mais c'est pas. Donc, voilà. Mais oui, il y a un côté, effectivement, essayer d'envisager ces choses-là, voilà, c'est vraiment, c'est moins futile que. Enfin, c'est moins. Voilà, le drame. C'est moins léger que le maquillage. Mais oui, essayer d'envisager ces choses-là qui peuvent être prises en fait pour
des lieux de défense des femmes, qui va apparaître souvent les hommes qui se mettent à défendre les femmes sur ces choses-là quand même, alors qu'en fait ça rejoue des préjugés misogynes sans cesse, quoi. Et que c'est pas vraiment une aide dans la vie pratique quotidienne. Voilà. Il est 44, de toute façon. Voilà, c'était